Très bien, donc cours avec les DG 34, donc j'ai eu cours avec ce matin, j'ai eu le même cours ce matin avec nos camarades, donc on va essayer de parcourir donc tout ce qui a trait à la loi normale dans le cadre du contrôle gestion U11. Alors donc il faut bien sûr vous munir de cette table que je vous avais distribuée la semaine passée. Pour ceux qui regardent ça en ligne, vous avez donc vous retrouvez ça en ligne, tapez table de loi normale, voilà. On appelle ça la table de loi normale centrée réduite. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant dans un premier temps. Alors il faut savoir que déjà en contrôle gestion, maintenant on a deux possibilités. On peut exploiter les ressources à calculatrice, mais à mon sens, il vaut mieux travailler à l'ancienne et donc être en mesure de pouvoir exploiter les ressources d'une table. Pour ça, on va simplement dire ceci. Lorsque vous avez une loi normale, la loi normale, elle porte sur des phénomènes continus. On dit, on dira par exemple, on va calculer par exemple la probabilité que la durée de vie d'un composant soit comprise entre 3 heures et je ne sais pas moi, entre 3 jours et 40 jours. On va, par exemple, déterminer la probabilité que le chiffre d'affaires d'une entreprise soit compris entre 1 million d'euros et 2 millions d'euros, etc. Autrement dit, les valeurs prises par X dans le cas d'une loi normale sont toutes les valeurs d'un intervalle. C'est pour ça qu'on parle de variables aléatoires continues. Alors, avant de... Alors, une loi normale, bien sûr, elle est caractérisée par deux paramètres. Une loi normale est caractérisée par deux paramètres, la moyenne et l'écart type. On dira donc, par exemple, que la variable aléatoire X suit la loi normale de paramètres M écart type. X suit la loi normale de paramètres M écart type. Sachant que lorsque j'ai écrit ça, ça veut tout simplement dire que l'espérance de X, c'est M, et l'écart type de X, c'est sigma. Très bien. Comme la variable, elle est continue, et qu'elle est représentée par cette fonction de densité, fonction f, dont je ne vais pas vous donner l'expression mathématique parce que ça ne nous apporte rien. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Une courbe de Gauss, voilà, qui est parfaitement symétrique par rapport à la droite d'équation x égale m. Donc là, vous avez la droite d'équation x égale m. Voilà, x égale m. Il faut savoir que l'air total sous la courbe, d'accord, l'air total sous la courbe est tout simplement égal à 1. On dit l'air total ici. Cette R-là est égale à 1. Et comme la courbe est parfaitement symétrique par rapport à l'axe à la droite d'équation x égale m, et que l'air total est égal à 0,5, alors par conséquent, la probabilité que x soit plus petit ou égal à m est toujours égale à la probabilité que x soit plus grand ou égal à m. Et d'après vous, ça serait égal à combien cette probabilité? Puisque l'air total, c'est 0,5, c'est 1. Donc à gauche et à droite, j'ai une R qui est égale à la moitié. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire simplement, si on vous dit la durée de vol entre Paris et Marseille en minutes, on va vous dire qu'elle suit une loi normale
paramètres, je ne sais pas moi, 60 et d'écart type, de paramètres donc 60 minutes et d'écart type, on va dire 5 minutes. Si on vous dit quelle est la probabilité que la durée de vol soit inférieure ou égale à 60 minutes, vous direz elle est égale à la probabilité que la durée de vol soit supérieure ou égale à 60 minutes et la durée de vol est donc dans ce cas-là est égale à 0,5. Est-ce que ça va? Donc, loi normale, probabilité R. Maintenant, il y a une notion très importante. Il faut distinguer une variable aléatoire discrète, dans le cas d'une loi binomiale ou loi normale, loi de Poisson, lorsque x prend des valeurs isolées, 0, 1, 2, 3, 4. Il faut distinguer ça de ce qu'on appelle une loi normale. Lorsque vous avez effectivement à calculer une probabilité comprise entre deux valeurs, par exemple, probabilité de x compris entre a et b, et probabilité de x compris, donc là c'est petit a, et là c'est petit b. Pour calculer cette probabilité-là, je vais tout simplement programmer et calculer cette R, en fait. La probabilité que x soit compris entre a et b, c'est cette R-là, entre la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. D'accord? Vous me suivez jusque-là? C'est la raison pour laquelle, si je vous demande de me calculer, admettons, si je vous dis quelle est la... On va donc s'intéresser à la probabilité que la durée de vol soit comprise, par exemple, entre 55 minutes et 70 minutes, par exemple. Donc 55, 70. OK. Maintenant, si je vous dis quelle est la probabilité que la durée de vol soit exactement égale, par exemple, à 65 minutes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Toujours dans cette situation-là, où x suit une loi normale de paramètres 60 et d'écart type 5. De moyenne 60 et d'écart type 5. Si je vous dis quelle est la probabilité que x égale à 65, qu'est-ce que vous répondez? Très bien, en dessous. Là, cette probabilité-là est forcément égale à 0. Pourquoi? Parce que 65, si vous cherchez, vous avez votre courbe en cloche, et vous avez ici 65. Quel est l'aire de ce bâton-là? Quel est son aire? Elle est délimitée combien? L'aire est égale à 0. Puisque de 65 à 65, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que dans le cas d'une variable aléatoire continue, lorsqu'on va écrire la probabilité que x est plus petit ou égal à 65, ça sera toujours égal à la probabilité que x soit strictement plus petit que 65, plus la probabilité que x égale 65. Mais comme la probabilité que x égale 65, c'est 0, on arrive à dire que la probabilité que x est plus petit ou égal à 65 est forcément égale à la probabilité que x strictement plus petit que 65. Autrement dit, dans le cas d'une variable aléatoire continue, le sens strict ou le sens large, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la probabilité que x égale à un nombre, c'est toujours 0. Est-ce que ça va? Donc, quand vous aurez à rédiger, à faire ce calcul-là, par exemple, lorsque vous aurez à faire ce calcul-là, lorsque vous aurez, par exemple, à calculer ça, vous n'allez pas vous embêter, calculer, par exemple, P de x compris entre A et B, comme ça. Et bien, c'est pareil que P de x
compris entre A et B comme ça. C'est la même probabilité. Et c'est pareil que P de X compris entre A et B, etc. C'est pareil que P de X compris entre A et B. Donc le sens strict ou le sens large ne joue aucun rôle. Pourquoi? Parce que la probabilité en général, la probabilité que X égale à un nombre, c'est toujours 0. OK? Donc ça, c'est la première chose à bien remarquer. OK, maintenant ce qu'il faut savoir, c'est comment je vais utiliser cette table, en fait. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à cette table-là? Et cette table-là porte le nom de loi normale centrée réduite. C'est-à-dire, c'est une loi normale dont les paramètres, il faut savoir ce que c'est, dont les paramètres sont les paramètres de cette loi. Les paramètres de cette loi sont 0 et 1. C'est ça qu'on appelle loi normale centrée réduite. Voilà. Espérance de t, c'est 0. Écart type de t, c'est 1. C'est ça en somme, c'est une loi continue. Alors, très rapidement, je vais vous montrer comment on passe cette loi normale de paramètres. Qu'est-ce qu'on fait pour passer cette loi normale de paramètres M écart type vers la loi normale centrée réduite de paramètre 0,1. Pour passer de là à là, il faut effectuer ce qu'on appelle un changement de variable. Changement de variable. Très bien. Ici, par définition, l'espérance de x, c'est m, et l'écart type de x, c'est sigma. Ici, l'écart type de t, c'est 0. Et l'espérance de t, l'écart type de t, c'est 1. Comment je fais pour passer de là à là? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Pour que les choses, vous ne les fassiez pas de façon mécanique, mais que vous compreniez de quoi il retourne. Regardez ce qu'on va faire. On va dire soit la variable t, la variable aléatoire grand T, qui est égale à grand X moins M sur écart type. Je vous rappelle le cours qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines. Lorsqu'on a Y égale AX plus B, on a dit que l'espérance de Y, c'est A fois espérance de X plus B. Et l'écart type de Y,
je suppose que A est positif. L'écart type de Y, c'est A écart type de X. Ça, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a abordé le cours sur les variables aléatoires. Ben, vous allez voir qu'on va faire ce lien-là ici. Donc, si je pose T égale grand X moins M sur écart type, qu'est-ce que je vais écrire? Grand T égale 1 sur sigma X moins 1 sur sigma M. Mais je réécris ça autrement. Est-ce que ça va? Je vous laisse noter déjà tout ça. OK? N'hésitez pas à noter, comme ça que je vous laisse noter. Merci Nicoletta. Donc ici, effectivement, c'est 1 sur, donc bien vu, 1 sur écart type que multiplie, bien entendu, petit a. Je corrige. OK. Très bien. On va maintenant appliquer notre règle, ce qui veut dire que l'espérance de t, en appliquant cette formule ici, ça me donne 1 sur sigma espérance de x, plus b, c'est-à-dire moins 1 sur sigma que multiplie m. Je calcule donc, ça fait espérance de t égale 1 sur sigma. Mais je sais que l'espérance de x, c'est m. Que multiplie m. Moins 1 sur sigma que multiplie m. Mais 1 sur sigma que multiplie m moins 1 sur sigma que multiplie m, ça me fait 0. Et voilà, c'est pour ça que ça fait 0 ici. Est-ce que vous avez compris? Et maintenant, je vais passer à l'écart type. Donc, si je calcule l'écart type, j'applique la même règle. Donc là, qu'est-ce que j'écris? J'écris donc ici écart type de t. Donc, j'ai au départ t égale 1 sur sigma x moins 1 sur sigma m. Si je fais écart type de t, j'applique la règle qui est là, c'est A, donc 1 sur sigma, écart type de x. Mais je sais que l'écart type de x, c'est sigma. Donc écart type de t, c'est 1 sur sigma que multiplie sigma. Sigma divisé par sigma, ça fait 1. Et voilà. Donc ici, le changement de variable, c'est quoi? Donc pour passer de là à là, il faut poser t égale grand X moins M sur écart type. Voilà. OK, je vous laisse noter ça. Je vais vous montrer déjà, pour ceux qui ont une calculatrice. Alors bien sûr, là je le fais avec une TI 83, mais vous pouvez le faire avec une Casio, etc. Donc je vous montre à la calculatrice et ensuite on le fera sur la table. Alors pour la calculatrice, voilà comment ça marche. Donc la calculatrice, elle est là. On va calculer, donc je vais travailler simplement pour le moment avec la loi normale centrée réduite parce que je vais vous montrer comment utiliser la table. Donc ici, je vais par exemple, donc je prends T qui suit la loi normale centrée réduite. Je vais d'abord calculer la probabilité de T plus petit ou égal à 0.
Et là, on a vu que ça fera 0,5. Je vais calculer la probabilité de t plus petit ou égal à 1. Et là, on va trouver que ça fait 0,9413. Je vais calculer la probabilité de t plus petit ou égal à, par exemple, 0,97. Je vais calculer la probabilité de t supérieure ou égale à 1,25. Je vais calculer la probabilité de t compris entre moins 1 et 1. La probabilité de t compris entre moins 1,96 et plus 1,96. Alors, sur votre calculatrice, il faut savoir que la distribution de la loi normale ici, regardez bien, quand vous allez dans Second Distrib, vous affichez loi normale, mais vous prenez loi normale CDF, la cumulative. En fait, la syntaxe ici, quand vous appliquez cette règle, vous lui donnez la borne inférieure et vous lui donnez la borne supérieure. Regardez bien. Ici, quand je veux calculer P de x plus petit ou égal à 0, en fait, sur ma table, il faut bien comprendre ceci, j'ai ma courbe en cloche qui est comme ça. En fait, je lui demande de me calculer la probabilité que x il va de moins l'infini, vous voyez, toute cette partie-là, de moins l'infini à 0. Et moins l'infini pour la TI 89, TI 83, je vais taper tout simplement moins 10 à la puissance 99. Donc, c'est assimilé à moins l'infini, c'est-à-dire 1 suivi de 99, 0 avec un moins devant. Donc, voilà comment je vais calculer P de x plus petit que 0. Je choisis CDF. Et je fais, alors attendez, il faut que je puisse, voilà, je fais entrer. Alors, la syntaxe, c'est d'abord, on va de moins l'infini, donc je vais taper le petit moins, moins 10 puissance 99. Ça, c'est ma borne inférieure. Ça, c'est ma borne inférieure. Virgule. Je vais taper ma borne supérieure qui est ici 0. Et là, ma borne supérieure, c'est 1. Et là, ma borne supérieure, c'est 0,97. Donc, je vais taper 0. Alors, pour pas qu'il y ait de confusion, je vais plutôt faire la seconde ici, celle-ci. Pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, je vais taper la borne supérieure 1. Ensuite, virgule. Et là, je vais entrer mes paramètres. Le premier paramètre, c'est la moyenne, 0. Le deuxième paramètre, c'est l'écart type 1. Et je ferme. Et ça doit me faire 0,9413. Voilà, bien sûr, avec plus de précision. Admettons qu'on me demande de calculer P de t plus petit que 0,97. Donc là, c'est le même principe. Donc là, ici, je fais Second Distrib, choisis CDF, normal CDF. Pareil, je vais de moins l'infini, donc moins 10 puissance 99, virgule, jusqu'à combien? 0,97, virgule, j'entre la valeur de la moyenne qui est 0, j'entre la valeur de l'écart type qui est 1, et j'entre, et ça me fait 0,8339, 8 arrondi. D'accord? 0,83, 0,83, 39.
9, 8. Attention maintenant, on me dit de 1,25 à plus l'infini. Cette fois-ci, ça se passe comme ça. De 1,25, vous voyez, 1,25 à plus l'infini. Donc là, ça veut dire, ma borne inférieure, c'est 1,25 et ma borne supérieure, c'est plus l'infini. Cette fois-ci, je vais taper 10 à la puissance 99. Regardez. Donc, je fais second distribution, loi normale CDF. J'entre la moyenne, pardon, j'entre la borne inférieure 1,25. J'entre la borne supérieure 10 puissance 99, virgule, j'entre la moyenne 0, j'entre l'écart type 1 et je ferme. Et ça me fait une probabilité de 0,10, 56. Admettons qu'on me demande entre moins 1 et 1. Donc là, je vous dis tout de suite, là, je vais trouver quasiment, c'est un résultat connu qu'on trouvera tout à l'heure, là, je vais trouver 0,6826. Et là, je vais trouver pour entre moins 1,96 et plus 1,96, je vais trouver 0,95 et quelques poussières, 0,95, 0. C'est parti. Donc, pareil, second, distribution, loi normale, CDF, entrée. Attention, moins 1, virgule, 1, virgule, 0, virgule, 1. 0,6826,8. OK, nous on retient 0,6826. Maintenant pour moins 96 et plus 1,96. Donc pareil, second distrib, CDF. Alors, bon, je vais effacer le tableau. Voilà. Donc second distrib, normal CDF. Et je vais taper donc moins 1,96, virgule, plus 1,96, virgule, 0, virgule, 1. Entrée. Et ça fait 0,95, 0, 0, 0. OK. Donc là, j'ai pris la loi normale centrée réduite. Toutes ces valeurs-là, je vais vous montrer comment on les obtient, bien entendu, à partir de la table. J'en profite, puisque j'ai ma calculatrice, j'en profite pour vous montrer comment on peut calculer n'importe quelle probabilité avec dans le cas, quand je dis n'importe quelle probabilité, c'est-à-dire que quelle que soit la distribution normale dont j'ai les paramètres, grâce à la calculatrice, je peux calculer toutes les probabilités possibles. Alors voilà. Je vais effacer. Et j'en profite cette fois-ci pour vous dire que, regardez bien, j'en profite pour vous dire que cette fois-ci, grand X suit une loi normale de paramètres, rappelez-vous 60 et 5. Et on veut calculer, par exemple, la probabilité que la durée du vol soit inférieure ou égale à 65 minutes. On va trouver la probabilité que la durée de vol soit supérieure à 58 minutes. La probabilité que la durée de vol soit comprise entre 55 et 65 minutes. On va calculer la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 50 et 70 minutes. Donc là, je vous le dis très vite,
Cette valeur-là, je la connais tout de suite puisqu'on l'a fait tout à l'heure, mais je vais vous expliquer pourquoi ça fera 0,8413. Ici, je n'ai pas la valeur. Ici, je sais que ça fera 0,6826. Et là, je sais que ça fera 0,95 autour de 44, si je ne me trompe pas. Alors, on y va cette fois-ci. Cette fois-ci, je ne suis plus dans la table, j'ai une loi normale classique. Donc, j'efface et je vous montre comment on calcule ces probabilités-là. Je commence par celle-ci. Donc, je fais second, distrib, loi normale CDF, entrée. Rappelez-vous, x est plus petit que 65. Donc, ça va de moins l'infini à 65. Donc, moins l'infini, c'est moins 10 puissance 99. Virgule, jusqu'à 65. 65, virgule, et c'est là où je vais rentrer mes paramètres. D'abord ma moyenne, 60, virgule, et l'écart type, 5. Voilà. Tout à l'heure, j'avais toujours entré ici 0,1 parce que j'avais affaire à la loi normale centrée réduite. Je calcule ça et ça me fait, comme tout à l'heure, 0,8413. Maintenant, je veux calculer P de x plus grand que 58. Qu'est-ce que ça veut dire plus grand que 58? Ça va de 58 à plus l'infini. Donc là, j'efface et je fais toujours second distrib, normal CDF. Attention, la borne inférieure, c'est 58. Donc, je fais 58, virgule, plus l'infini, ça fait 10 puissance 99, virgule, j'entre ma moyenne 60, virgule, j'entre l'écart type 5. Et je ferme. Et je fais entrer. Et ça me fait une probabilité de 0,65, 65, 44, 54. OK. Je passe maintenant à ce calcul-là. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai directement écrit cette réponse. Donc ici, je reviens. Je fais donc second distrib, normal CDF, entrée. Là, ma borne inférieure, c'est 55, virgule. Ma borne supérieure, c'est 65, virgule. Ma moyenne, c'est 60. L'écart type, c'est 5. Et je ferme. Et ça fait 0,6826. Et maintenant, pareil, borne inférieure 50, borne supérieure 70. Donc, je vais essayer d'aller plus vite cette fois-ci. Si je fais second entry, donc là, je modifie directement ce que j'avais. Au lieu de 55, je vais entrer 50. Et au lieu de 65, je vais entrer 70. Voilà. Et ça me fera 0,95, 44. Exactement 45 si je veux arrondir. Voilà pour la première partie, calcul à l'aide d'une table. Alors bien sûr, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose sur Casio. Et le problème, c'est que la Casio, je ne peux pas la mettre à l'écran. Donc voilà. Ça va? Alors. Alors maintenant, on va passer à la loi normale. Je vais vous montrer comment exploiter la table. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la table, elle ne fonctionne que pour les valeurs inférieures à. Donc là, c'est 0. Là, c'est 0. Et là, vous avez votre courbe de Gauss.
Donc, quand vous prenez votre table, elle ne vous donne que les valeurs inférieures ou égales à t. Autrement dit, elle ne vous donne que l'air qui se trouve à gauche de t. Voilà. Elle ne vous donne que cet air-là. Donc, c'est à partir de là que vous calculez toutes les probabilités. Donc, la première probabilité que je peux calculer, donc là, j'ai bien entendu, on est d'accord, nous avons bien t qui suit la loi normale centrée réduite. Loi normale de paramètre 0, 1. On me demande de calculer la probabilité que t soit plus petit ou égal à 0. Donc là, ça se lit P de t plus petit ou égal à t. Et donc, tu fais ce qui s'écrit aussi pi de t, c'est la même chose. Donc, écrire ça, ça revient à écrire pi de 0. Et donc, la probabilité que t soit plus petit que 0, c'est l'air qui se trouve à gauche de 0. On avait dit que ça, c'était la moitié. Et donc, ça fait 0,5. Et si je prends ma table, la première valeur que je lis ici, pi de 0, c'est 0,5. D'accord? OK. Admettons qu'on me demande de calculer, alors, donc là, je viens de calculer P de t plus petit ou égal à 0,5. Admettons qu'on me demande de calculer la probabilité que t soit plus petit ou égal à 0,63. Je prends ma table, je lis à 0,3, oui, et je repère le 3, 0,63. Et à l'intersection, je lis ma probabilité. Est-ce que ça va? Ce qui me donne une probabilité de 0,7357. C'est bon? Si on me demande quelle est la probabilité de t plus petit ou égal à 1,27, je repère 1,2 et je repère le 7. Et l'intersection, elle est là. Est-ce que ça va? Oui, Nicoletta. Donc, vous aurez toujours la table. 0,898. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, ici, là, nous sommes en lecture directe. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'écris P de t plus petit que t. Vous voyez? J'écris toujours P de grand T plus petit ou égal à petit t. C'est-à-dire là, j'écris pi de 1,27. Là, j'écris pi de 0,3. 0,63. C'est la table. Mais je n'aurai pas toujours à calculer ça. Je peux avoir P de t plus grand que, je peux avoir P de t plus petit qu'un nombre négatif, je peux avoir P de t compris entre deux valeurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. OK? Allez, c'est parti. Je vais d'abord écrire, si on me demande de calculer P de t plus grand ou égal à 0,82. Vous voyez, là, ce n'est pas dans la table. Pourquoi? Parce que ce n'est pas plus petit que, vous voyez, ici, c'est P de t
plus petit ou égal à. Et ce n'est pas le cas ici. Autrement dit, on me demande de calculer cette R-là, de ce côté. Vous avez tous compris que l'air qui se trouve à droite de T, c'est l'air total 1 moins l'air qui se trouve à gauche de 0,8. Est-ce que ça va? Au lieu d'aller à droite, on fait 1 moins ce qui se trouve à gauche. Et là, bien sûr, ça me fait 1 moins pi de 0,82. Je fais donc 1 moins, et je lis à 0,82, 0,8, 0,02, et ça me fait 0,7939. C'est-à-dire 0, 2, 0, 6, 1. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez si vous ne suivez pas. Donc, quand c'est plus grand que, vous faites 1 moins P de T plus petit que. Et P de T plus petit que, tant que T est positif, vous êtes dans la table. En fait, il faut toujours revenir à la table. Ça va? Maintenant, admettons qu'on me demande P de T, n'est-ce pas? P de T, ça c'est très important. P de T plus petit ou égal à moins 1,2. Là, je n'ai pas de valeur négative de T. Toutes les valeurs de T ici, elles sont toutes positives. Comment je convertis ça? Je vous l'explique. Regardez. Regardez. Admettons que le T négatif, c'est de ce côté. Tout le monde voit que là, j'ai moins T. Et là, j'ai plus T. Regardez bien, cette R-là est bien égale à cette R-là, oui ou non? Puisque la courbe, elle est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Est-ce que ça va? Ça veut dire que si vous regardez bien, P de T, P de T, P de T plus petit que moins T est forcément égal à P de T plus grand que T. Est-ce que c'est bon? À gauche de moins T, cette R-là est égale à l'aire à droite de T, oui ou non? Ces deux aires sont égales. Et donc, je peux écrire que P de T plus petit ou égal à moins T, on l'a vu ici, oui, on l'a vu ici, c'est 1 moins P de T plus petit ou égal à T. Donc, pi de moins T, c'est 1 moins pi de plus T. Donc, ici, comment je calcule ça? J'écris pi de moins 1,2 et je dis que pi de moins 1,2, c'est 1 moins pi de plus 1,2. Je prends ma table et je lis à 1,2. 1,20.
Et ça me fait 1 moins 0,88, 49. C'est-à-dire 0, 1, 1, 5, 1. Et ce que je dis là, vous l'avez tout en bas dans la table, regardez bien. Dans la table, on vous rappelle cette propriété qui est là. Voyez? Pi de moins t, c'est écrit ici, hein? Pi de moins t, je le grossis, hein? Est égal à 1 moins pi de plus t. Voilà. OK? Pi de moins t, c'est 1 moins pi de plus t. OK? Alors, je continue. Maintenant, on peut être amené à calculer la probabilité que t soit compris entre A et B. Donc, admettons que là, ça soit A et que là, ça soit B. Donc, A et B. On me demande donc de calculer cette R-là. L'air entre A et B. Voilà. OK? On me demande de calculer cette R-là. OK? Entre A et B. Vous verrez cette R-là. Ah, toute cette partie-là. OK? OK, bon, je n'ai pas tout fait, mais vous avez compris. Donc, c'est très simple, en fait. Cette air-là, c'est quoi? C'est l'air qui se trouve à... Regardez bien, l'air qui se trouve à gauche de B. Si je balaye tout ça, regardez bien, je balaye tout ça, donc je colorie tout ça, et je supprime tout ça. Il me reste bien la partie rouge. Donc, P de T compris entre A et B, c'est à gauche de B, pi de B, moins ce qui se trouve à gauche de A, pi de A. Si vous préférez, c'est P de T plus petit ou égal à B, moins P de T plus petit ou égal à A. Ce qui veut dire que si on me demande de calculer la probabilité que T soit compris entre 1 et 2, eh ben je fais pi de 2 moins pi de 1. Je prends ma table, pi de 2, pi de 2, pi de 2, alors moi je vais effacer ça parce que comment ça? Ah, okay. Donc pi de 2 c'est là, c'est 0,77, 92. Et pi de 1, c'est 0,8413. Donc, ça me fait au final
pi de 2, 0,9772 moins 0,8413. Voilà. OK. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'on a ce qu'on appelle un intervalle centré? Rappelez-vous tout à l'heure, lorsqu'on a fait des calculs, et quand maintenant il y a une propriété intéressante, c'est lorsque j'ai à calculer P de t, n'est-ce pas, compris entre moins t, entre moins t et t. Là, j'applique ma règle, j'écris tout simplement c'est pi de t, voyez, pi de t moins pi de moins t. Mais pi de moins t, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins pi de t. J'enlève mes parenthèses, ce qui me fait pi de t moins 1 plus, moins par moins, ça fait plus. Et le résultat final, pi de t plus pi de t, ça me fera 2 fois pi de t moins 1. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, quand on a calculé p de t compris entre moins 1 et 1, on avait trouvé 0,6826. Voilà pourquoi, si je calcule, ça fait 2 pi de 1 moins 1. Pi de 1, c'est 0,8413. Donc, c'est 2 fois 0,8413 moins 1. Si vous faites le calcul, vous trouverez 0,6826. Mais c'était 0,6826, 8, je crois, OK, avec la calculatrice. La calculatrice est plus précise que la table. Et donc, pareil, on avait calculé P de t compris entre moins 2 et 2. On avait trouvé 0,95, 44. Là, je vais faire directement 2 pi de 2 moins 1. Pi de 2, c'est 0,9772. Moins 1. Et ça fait 0,95, 44. Donc, voilà comment on exploite la table de la loi normale centrée réduite. Après, je vais vous montrer comment on effectue ce qu'on appelle une lecture inversée de la table, mais ça, on le fera après la pause. D'accord? Alors, on va juste maintenant, je vais vous montrer comment on passe en lecture inversée de la table. Admettons qu'on me donne, par exemple, qu'on me donne P2, on me dise P de t compris entre moins t et t égale 0,97 et qu'on me demande de retrouver la valeur de t. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle une lecture inversée de la table. Et dans ce cas-là, ce que vous faites 2 pi de t moins 1 égale 0,97. Vous faites 2 pi de t égale à 1,97. Vous faites pi de t égale à 1,97 divisé par 2. Pi de t égale 0,985. Et vous regardez en lecture inverse dans la table la valeur de 0,985. Et vous voyez que 0,985 est ici. Vous voyez 0,985. Et la valeur de t correspondante, c'est ce qu'on appelle une lecture inversée de la table. La valeur de t correspondante, c'est 2,17. Voilà, 2,17. Donc là, vous écrivez pi de t égale pi de 2,17 et ça fait t égale
2,17. Et voilà. OK? Donc ça, c'est la lecture inversée de la table. Maintenant, on va passer à la loi normale proprement dite. Et donc, on va passer à l'étape suivante. Et donc, cette fois-ci, admettons qu'on me dise X, comme tout à l'heure, X suit, on me dit X suit la loi normale de paramètres 60, 5. Calculer P de X plus petit ou égal, je ne sais pas moi, P de X plus petit ou égal à 68. Calculer la probabilité que X soit supérieur ou égal à, je ne sais pas moi, à 54. Calculer la probabilité que X soit compris entre 55, on a fait le calcul tout à l'heure, et 65. Calculer la probabilité que X soit compris entre 50 et 70. OK. Admettons qu'on ait à faire tous ces calculs-là. OK. Alors, donc ici, pour rédiger, voilà ce qu'il faut dire. Si X suit cette loi normale, alors T suit la loi normale centrée réduite. Donc la loi normale, c'est pour aller vers la table, avec T égale, et on applique le cours, avec T égale grand X moins 60 divisé par 5. D'accord? Et on me demande par exemple, calculer la probabilité que X soit plus petit ou égal à 68. Je vais donc appliquer ce qui est là. Je vais donc écrire P de X moins 60 sur 5, plus petit ou égal à 68 moins 60 sur 5, qui est égal à P de T, plus petit ou égal, 68 moins 60, ça fait 8 sur 5. Et 8 sur 5, ça fait 1,6. Je prends ma table et je lis pi de 1,6. Et ça me fait pi de 1,6, ça me fait 0,9452. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà comment on fait pour calculer donc une probabilité. D'accord? Alors, deuxième question, probabilité que x plus grand que 54, P de x supérieur ou égal à 54, on fait P de x moins 60 sur 5 est plus grand ou égal à 54 moins 60 sur 5. On fait donc P de t supérieur ou égal
54 moins 60, ça me fait moins 6. Moins 6 sur 5, ça me fait moins 1,2. Et on a vu tout à l'heure que P de t plus grand que moins 1,2, c'est pareil que P de t plus petit ou égal à 1,2. Et donc, ça me fait pi de 1,2. Je prends ma table et je lis pi de 1,2, 0,8849. Donc 0,8849. OK? Alors, je vous laisse faire les deux suivants, hein, si vous voulez bien. Faites-moi celui-là et celui-là. Allez-y. Alors, donc, on va faire le 2. Donc, ici, on avait calculé tout à l'heure à la calculatrice. On va retrouver la même chose. Donc, je vais prendre P de x compris entre 55 et 65. Et ensuite, je vais vous indiquer des choses qu'il faut retenir pour la suite. Très, très importante. Regardez bien. Alors, P de x compris entre 65, 55 et 65. Je passe par la loi normale centrée réduite. Donc, x moins 60 sur 5. De l'autre côté, 55 moins 60 sur 5. 65 moins 60 sur 5. Ce qui me fait P de t compris entre moins 1 et 1. Et ça, on l'a fait tout à l'heure. Ça fait 2pi de 1 moins 1 égale 0,6826. Voilà. De la même façon, si je calcule celui-là, ça me fait P de x moins 60 sur 5, et compris entre 50 moins 60 sur 5, 70 moins 60 sur 5, ce qui me fait P de t compris entre, donc moins 10 sur 5, ça fait moins 2, et 10 sur 5, ça fait 2, ce qui me fait 2pi de 2 moins 1, ce qui fait 2 fois 0,9772, et ça on l'a fait tout à l'heure, moins 1, ce qui me donne 0,9544. OK? Donc voilà comment on manipule donc la loi normale. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir à partir de maintenant, c'est que ces valeurs-là, vous les retrouverez tout le temps. Et je vais vous expliquer comment. Regardez, regardez. Je vais prendre une loi normale x, vous voyez, x suit la loi normale, x suit la loi normale de paramètres m écart type. Je prends le cas général, vous voyez, m écart type. Et t, bien sûr, je pose grand T égale grand X moins M sur écart type. Et je dis que T, dans ce cas-là, suit la loi normale centrée réduite. Et vous allez voir, on va calculer maintenant, on va calculer des intervalles centrés en la moyenne. C'est-à-dire, quand je fais ma courbe en cloche, il faut bien retenir ceci. Il faut bien retenir ceci. Quand vous faites la courbe en cloche, on peut s'écarter, regardez bien,
On va s'écarter de part et d'autre de la moyenne de t écart type, voyez? On va s'écarter de part et d'autre de la moyenne de t écart type. Ça veut dire que là j'ai M, là j'ai M plus t écart type, donc t fois ce nombre, et là j'ai M moins t écart type. OK. Et regardez ce que ça va donner. Lorsque je vais calculer la probabilité que X compris entre M moins T écart type et M plus T écart type, je peux mettre au sens large, ça ne change rien, voilà. Si je passe par la loi normale centrée réduite, j'applique ma règle, ça me fait donc, regardez bien, P de X moins M sur écart type. De part et d'autre, ça me fera M moins T écart type moins M sur écart type. Et de l'autre côté, M plus T écart type moins M sur écart type. Et donc, ça me fait P2T compris. Vous voyez, M moins M s'annule, moins T écart type sur écart type, ça me laisse moins T. M moins M s'annule, T écart type sur T écart type, ça me laisse T. Donc en fait, si je m'écarte de 2 écarts types, si je m'écarte de 1 écart type, ça me fera P de T compris entre moins 1 et 1. Et ça me fera 0,6826. Si je m'écarte de 1,96 écart type, ça me fera P de T compris entre moins 1,96, vous voyez, entre moins 1,96 et 1,96, ça me fera 0,95. Maintenant, si j'arrondis à 2 écarts types, je vais m'arrêter là, à 2 écarts types, moins 2, 2, là, ça me fait 0,9544. Et en fait, ça veut dire tout simplement que si je vous dis que X suit une loi normale de paramètres, là je vais changer de paramètres 1000 et 50, eh bien je suis sûr que si j'écris la probabilité, vous voyez, la probabilité de X compris entre 950 et 1050, est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait sans faire de calcul? Combien ça fait sans faire de calcul par rapport à ce que j'ai au tableau? Ça fera quelle valeur? Excellent, c'est bien ça. Regardez bien, là j'ai 1000, là j'ai 1000. Tout le monde a compris que 1000 plus 50, ça fait 1050. Ça veut dire que je me suis écarté de 1 écart type. Et je fais 1000 moins l'écart type, ça me fait 950. Donc je suis bien dans ce cas-là. Et donc ça fait forcément 0,6826. Est-ce que ça va? Si en revanche je vous dis quelle est la probabilité que X soit compris entre 900 et 1100, entre 900 et 1100,
Là, je me suis écarté de combien d'écart type? 1000 plus 2 fois 100, plus 2 fois 50. Et là, je fais 1000 moins 2 fois 50. Donc, je suis bien dans ce cas-là. Et ça me fera 0,95, 44. Est-ce que ça va? Voilà pour la manipulation de la loi normale. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire des petits exercices. Alors, voilà un exemple, donc extrait d'une épreuve de DCG. On vous dit, donc ça c'est l'annexe en bleu. Donc ça c'est l'annexe. On vous dit définir la loi de probabilité suivie par le chiffre d'affaires total attendu dans l'entreprise. Déterminer le chiffre d'affaires le plus probable. Calculer la probabilité pour que le seuil de rentabilité soit atteint au cours de l'exercice. D'accord? Donc ici, l'entreprise, elle fabrique deux produits, elle vend deux produits, le modèle Cynthia, le modèle Lucia, et le modèle Dolce. On vous dit que le chiffre d'affaires lié à la demande du modèle Sansa et à la demande du modèle Dolce seront des variables aléatoires indépendantes. Donc l'entreprise fabrique deux produits. Le seuil de rentabilité fixé à 16 200 000. On vous dit que le chiffre d'affaires lié à la demande du modèle Lucia suit une loi normale de moyenne 8 496 000, d'écart type 2 200 000. Le chiffre d'affaires lié à la demande du modèle Dolce suivra une loi normale de moyenne 11 550 000 et d'écart type 2 600 000. Ça, c'est l'annexe. On vous demande de définir la loi du chiffre d'affaires total et de calculer la probabilité pour que le seuil de rentabilité soit atteint au cours de l'exercice. Je vous laisse réfléchir. Donc, encore une fois, on va faire appel à tout ce qu'on a déjà traité avant. Alors, voilà ce qu'on a. Donc, je vais appeler X le chiffre d'affaires procuré par le modèle Lucia, et Y celui procuré par le modèle Cambio. Donc, le chiffre d'affaires lié à la demande du modèle Lucia, on dit que ce chiffre d'affaires suit une loi normale. De paramètres, là je vais réduire, je vais ramener ça en milliers d'euros. Hein. Donc je vais diviser tout par 1000, c'est plus facile. Je vais tout ramener en milliers d'euros. Donc le chiffre d'affaires, la demande, pardon, donc suit une loi normale de moyenne 8 496 et d'écart type 2200. Y, donc la demande du modèle Dolce, suit une loi normale de paramètres 11 550 et 2600. J'ai tout ramené en milliers d'euros. Très bien. On me demande définir la loi de probabilité suivie par le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires total, je vais l'appeler Z, et donc j'ai Z qui est forcément égal à X plus Y. Voilà. Et là, on va appliquer notre cours. Ici, le fait que X suive une loi normale, je sais automatiquement que l'espérance de X, c'est 8 496. L'espérance de Y, c'est 11 550. L'écart type de X,
c'est 2200. L'écart type de Y, c'est 2600. Et là, j'applique mon cours. Et j'ai donc espérance de Z est forcément égale à espérance de X plus espérance de Y. J'applique les propriétés, les opérations sur les variables aléatoires. On vous dit que X et Y sont des variables aléatoires comment? Indépendantes. Ça, c'est important. C'est important pour la variance après, pour l'écart type. Donc, espérance de X, 8496, plus espérance de Y, 11550. Donc, espérance de Z égale. Espérance de Z égale 8496 plus 11550. Ce qui donne 20 046. Donc ça, c'est pour espérance de Z. Maintenant, écart type de Z. On applique le cours. C'est racine carrée de écart type carré de X plus écart type carré de Y. Là, c'est le cours qu'on a traité en début d'année. Donc, écart type de Z égale racine carrée de 2200 au carré plus 2600 au carré. Ce qui me donne, je prends ma calculatrice et ça me fait racine carrée. Alors, 2200 au carré plus 2600 au carré. Ce qui me fait, alors là j'arrondis, ça me fait 3406. 3406. Là j'ai arrondi. Et donc je peux dire maintenant que le chiffre d'affaires total Z, le chiffre d'affaires total Z suit une loi normale de paramètres. 20 046 pour l'espérance et 3406 pour l'écart type. Voilà la réponse à la question 1. Déterminer le chiffre d'affaires le plus probable. Le chiffre d'affaires le plus probable, c'est effectivement l'espérance, c'est le chiffre d'affaires moyen, c'est la médiane, c'est le mode. Donc, c'est 20 046. Maintenant, on va passer à la troisième question, mais je vous laisse faire la troisième question que je vous corrige dans 5 minutes. Allez-y.